Longtemps, Mari ne fut qu'un nom sur une liste généalogique. Celui d'une cité dont la tradition mésopotamienne faisait le siège de la 10e dynastie royale après le déluge. Entendez par déluge cette catastrophe naturelle des temps anciens, sans doute provoquée par des crues massives du Tigre et de l'Euphrate, et qui fut à l'origine d'un mythe sumérien, repris plus tard dans la Bible. Il faut attendre le XXe siècle pour que Mari devienne une réalité tangible. Août 1933, Syrie, moyenne vallée de l'Euphrate. Au sommet d'une colline déserte du nom de Tel Hariri, quelques bédouins sont occupés à déterrer une pierre destinée à orner la tombe de l'un des leurs. Soudain, leur pioche heurte un bloc de pierre qui se révèle être de facture sumérienne. Lors d'une inspection de routine, le lieutenant Caban, officier des services spéciaux français, prend conscience de l'importance de cette découverte. Il en avertit aussitôt les autorités du Louvre, qui confie à André Parrot la direction de la première d'une longue série de campagnes archéologiques. Très vite, le site révèle son identité grâce à la dédicace d'une statue. Ici se dressait jadis la cité de Mari, mentionnée dans les listes royales de Sumer. La mise au jour, peu de temps après, du palais de Zimri-Lin, dernier souverain du royaume, allié puis ennemi du célèbre Hammurabi de Babylone, scelle définitivement la renommée du lieu. S'ensuivent d'autres découvertes, dont 15 000 documents d'archives et une étonnante collection d'œuvres d'art, ouvrant le livre d'une histoire vieille de 5000 ans. « 70 ans après, l'aventure de cette cité mésopotamienne n'est toujours pas terminée. Mésopotamie. Le mot évoque de lointains souvenirs. La tour de Babel, Babylone, Nabucodonosor, Assurbanipal. Quelques vagues repères d'une région qui, pour beaucoup, flotte dans l'espace et dans le temps, quelque part du côté de l'Orient, aux heures bibliques. Qu'est-ce alors que la Mésopotamie ? Son nom vient de Mésos, milieu, et Potamos, fleuve. Les Grecs, les premiers, dénommèrent ainsi la région située entre le Tigre et l'Euphrate. Cependant, les recherches scientifiques du XXe siècle ont montré que la culture mésopotamienne s'est développée au-delà des deux fleuves, sur l'ensemble du bassin hydrographique. Large comme un delta, fertile et navigable, ce bassin a permis à l'homme de s'épanouir sur cette terre. Il constitue également le creuset où se sont mêlés les différents peuples qui s'y sont installés. Akkadiens, Sumériens, Amorites, Babyloniens, Kassites, Assyriens et Araméens, formant ainsi ce que l'on appelle la civilisation mésopotamienne, l'une des plus anciennes et des plus novatrices de l'histoire.
Entre le 7e et le 4e millénaire, elle se rend maître de l'eau et de la terre, développe l'élevage et l'agriculture, invente la céramique, la métallurgie et la roue. Au 3e millénaire, elle accomplit l'une des étapes essentielles de l'humanité, l'invention de l'écriture. Dès lors, elle mène les premières expériences de gestion économique et administrative, élabore les premières lois et les premières formes de littérature. Enfin, elle aménage de nouveaux cadres de vie et donne naissance aux premières cités comme Mari, dont les découvertes ont renouvelé la connaissance que l'on avait de la Mésopotamie et des premiers pas de l'urbanisme. Depuis Damas, la route qui mène à Mari traverse la steppe syrienne d'est en ouest, jusqu'à la petite ville de Deir ez-Zor, située sur les bords de l'Euphrate. Une ville sans passé, mais non sans avenir. Deir ez-Zor est en effet la capitale de l'or noir syrien. L'afflux de travailleurs étrangers et locaux en a fait une sorte de porte du Moyen-Orient. Cependant, hormis son musée archéologique et son souk, Deir ez-Zor n'est pour le voyageur qu'une étape sur le chemin de Mari. Le lendemain matin, reprenant notre route, nous longeons l'Euphrate, en aval de Deir ez-Zor. Tel Hariri n'est plus qu'à une centaine de kilomètres. À voir aujourd'hui le long ruban vert de vergers et de champs cultivés que le fleuve déploie dans cette région subdésertique, on prend véritablement conscience du miracle de Mari, et donc de la Mésopotamie tout entière. Au commencement de Mari, il n'y avait rien, excepté un bout de fleuve. L'ancienne cité mésopotamienne serait-elle l'œuvre du prodige ? Plus simplement de la volonté et de l'ingéniosité des hommes qui l'ont fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Tout d'abord, ils mirent au point un important réseau hydraulique, afin de faire face non seulement aux longues périodes de sécheresse, mais également aux fortes crues de l'Euphrate. Plusieurs traces retrouvées aux environs de Mari attestent en effet de la présence de canaux. Cependant, tous ces aménagements ne suffisaient pas pour réussir. N'ayant ni forêt, ni aucun minerai, les hommes de la région importèrent bois et cuivre des monts du Taurus, dominant l'actuelle Turquie, et s'emparèrent du pouvoir que donnait la possession du métal, notamment pour la fabrication des armes et des outils. C'est ainsi qu'ils mirent en place un système d'échange de denrées par voie d'eau et de terre entre la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et c'est là l'une des raisons essentielles du phénomène d'urbanisation dans cette région. La création de ce réseau commercial engendra en effet les premières formes de pouvoir qui jouèrent un rôle structurant au sein de la communauté. Ainsi fut fondé Mari, vers 2900 avant Jésus-Christ, pour servir de base de relais dans le transport des marchandises, contrôler le trafic fluvial au point de passage obligé des grands circuits économiques et développer une industrie métallurgique. Dès le lendemain matin de notre arrivée, nous nous mettons à l'heure de la mission française, installée sur le Tel Hariri. 5h30, c'est l'appel des ouvriers. Puis le cortège des acteurs de la Renaissance de Mari se met en marche au son chaotique des brouettes. Hier comme aujourd'hui, le tel cache bien son secret et impressionne peu le visiteur non averti. À la déception devant les ruines évanouies, se mêle cependant l'émotion suscitée par l'empreinte qu'elle porte d'un passé aussi lointain que retentissant. Nous voici au cœur d'un quartier urbain, dont la fouille est dirigée par Béatrice Muller-Margueron. Son objectif ? Comprendre l'organisation architecturale des différentes phases de construction de la cité primitive. La tâche demande patience et détermination, car dans les profondeurs de cette terre,
dorment 3 villes, empilées les unes sur les autres. Ce secteur a été choisi parce que André Parrot avait fouillé jusqu'au niveau du sol sur lequel nous nous trouvons, qui est le sol de la ville 2, c'est-à-dire 2650-2350 environ. Donc, pour atteindre le niveau de la ville 1, qui était l'objectif, 2 sondages profonds ont été effectués et 9 phases ont été détectées. Donc, le but maintenant, c'est de déterminer les différentes phases en stratigraphie et en extension, de façon à comprendre l'organisation architecturale des différentes phases. La stratigraphie archéologique est l'étude des couches d'occupation humaine, de destruction ou encore d'abandon qui se sont superposées au fil du temps. Ainsi, les couches supérieures correspondent-elles à la ville 3, la plus récente, tandis que les intermédiaires contiennent les vestiges de la ville 2, et les plus profondes, ceux de la ville 1, la plus ancienne. Imaginons alors que les vents se soulèvent et balayent la surface du sol de 5000 ans d'entrave. Marie vient de naître sur la rive ouest de l'Euphrate. Pensée et bâtie d'un seul jet par une volonté politique, elle est déjà pourvue des traits urbanistiques essentiels. Un plan circulaire, délimité par une digue de 1,9 km de diamètre. Tandis que celle-ci met la cité à l'abri des crues du fleuve, un rempart intérieur la protège des attaques humaines. Le centre et la périphérie communiquent via des rues principales rayonnantes, reliées entre elles par des rues secondaires. Enfin, un canal artificiel de 30 mètres de large, raccordé à l'Euphrate, traverse la ville et lui assure son approvisionnement en eau, ainsi qu'un accès direct au trafic fluvial. Vers 2700, Marie est abandonnée. Avec l'arrivée d'un nouveau pouvoir, la cité se densifie. Le centre se couvre de bâtiments administratifs et religieux et se dote d'un palais aux proportions spectaculaires et inégalées en Mésopotamie. Les nouveaux venus développent également un ingénieux système d'évacuation des eaux de pluie. Ces dernières dévalent du centre vers la périphérie et sont absorbées par les rues secondaires grâce à leur sous-sol rempli de gravillons, de fragments de poterie et de terre cendreuse. Vers 2250, suite à l'invasion du peuple akkadien, Marie est placée sous la tutelle d'un nouveau gouverneur et la ville est fortement détruite. Elle renaît à nouveau et connaît une 3e phase de prospérité, sous l'impulsion d'une dynastie naissante, les Shakanaku. Le palais est entièrement refait selon une organisation différente, mais toujours dans les mêmes proportions, tandis qu'est édifié un second palais, dit palais oriental. Quant au système défensif, il est sensiblement amélioré. Souvenez-vous, la ville 1 comportait une digue et un rempart intérieur avec tours et portes. La ville 2 gardait le même schéma, hormis le fait que la digue était surmontée d'un mur à meurtrière, créant de fait une 2e ligne de défense humaine, à 300 mètres du rempart, ce qui correspond au tir efficace de l'arc composite. Lors de la reconstruction de la ville 3, on double en épaisseur le rempart intérieur d'un chemin de ronde, permettant aux archers de se déplacer rapidement sur tout le pourtour de la cité. Plus tard, on renforce le mur extérieur surmontant la digue, jusqu'à lui donner la même importance que le rempart intérieur. Enfin, un glacis de cailloutis est installé sur tout le revers intérieur de la digue afin d'éviter tout travail de sable de l'assaillant. Cependant, ce système défensif n'empêche pas la cité d'être vaincue, puis incendiée par Hammurabi, roi de Babylone, en 1760.
Cette reconstitution n'aurait pu être possible sans le résultat de longues années de recherche sur le terrain. Chacune des couches archéologiques renferme en effet une multitude d'indices que l'archéologue doit détecter puis interpréter afin de restituer le cadre de vie des hommes qui jadis vivaient là. Les informations recueillies à ce jour éclairent également sur l'activité économique de Marie. La première et la plus importante des industries artisanales était très certainement la métallurgie. En effet, de nombreux foyers accompagnés de fausses scories ont été retrouvés en différents endroits, indiquant la présence d'anciennes forges. Le métal qui arrivait par bateau des monts du Taurus était affiné ici même, refondu, puis manufacturé et revendu. Béatrice et son équipe ont également dégagé un autre type d'installation. Nous avons trouvé d'autres installations bitumées que celle-ci. On en a 2 ou 3. Mais ce bassin bitumé est le seul à posséder une jarre enterrée jusqu'au col. Et c'est ce qui a fait penser qu'il peut s'agir d'un bassin de décantation, soit pour un atelier de teinturerie, soit de décantation d'argile, puisque différents indices tentent à montrer que dans cette zone artisanale, on travaillait également l'argile. On a trouvé des boules de terre malaxées et des balles de fronde. Il n'est pas exclu qu'on en ait fabriqué ici. Ces projectiles, qui étaient utilisés comme armes de combat ou de chasse, ont été trouvés par centaines à Marie. La technique de la céramique était également employée pour la fabrication des équipements hydrauliques, comme les canalisations qui acheminaient l'eau destinée à la consommation, et les puisards qui permettaient d'évacuer les eaux usées dans les profondeurs de la terre. Les ateliers de potiers, enfin, produisaient toutes sortes de récipients alimentaires pour une utilisation domestique. Bon, il n'y a pas tellement de variété de formes. Là, vous avez surtout des fonds de bols. Ce qui est intéressant, ce sont les bords, voilà, comme ceci. C'est ça qui vous donne la nature de la céramique. C'est sans doute un bol, là aussi. Apparue dès le 7e millénaire, la technique de la céramique ne prend son véritable essor qu'à partir du 4e millénaire, avec l'utilisation du four, qui permet une concentration de la chaleur et son intensification par la réfraction de la terre. Mais avant de cuire l'argile, le four fut créé pour la cuisson des aliments, et notamment celle du pain. Des fours ou tanours, comme on les appelle ici, Béatrice en a retrouvé des batteries entières dans ce quartier. Attention là. Alors la présence de tanours dans ce secteur artisanal peut paraître un peu étonnante. On a l'impression que c'était des ateliers où les gens vivaient. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation non seulement du travail, mais de la vie quotidienne. On imagine aisément l'effervescence qui jadis devait régner dans ce quartier artisanal. Une effervescence cependant qui semble avoir été brusquement interrompue. En effet, Béatrice et son équipe ont fait récemment une bien étrange découverte. Il n'y a pas du tout la position d'un âne
qui a été en agonie, parce que les bêtes qui meurent se couchent complètement. Donc la tête aurait été couchée. Là, elle est verticale, ce qui laisse entendre qu'il a été écrasé, il a été tué brusquement. Donc on a supposé que c'était un âne qui était tombé avec sa charrette et une cargaison de matière dans des vases et que ça s'est renversé. Le plus étonnant est que ce squelette est le deuxième retrouvé au même niveau sur ce chantier. Le premier, lui, était accompagné de l'empreinte d'une roue de charrette. Alors, que s'est-il passé ? Deux équidés tombés comme ça suppose qu'il y a eu un effondrement, peut-être général du secteur, qui a permis d'ailleurs que les squelettes soient conservés. Ce n'est pas tout. Sous ces bâches se cache un autre indice qui confirme l'hypothèse des archéologues. À côté d'un amas de débris de vases, se trouve le squelette d'un individu. Ce contexte laisse penser qu'il s'agit a priori d'une tombe. Une tombe? Non. Car là aussi, la position du corps n'est pas naturelle. Dans le cas des inhumations, le défunt est toujours couché sur le côté. Ce Mariotte est donc tombé en arrière brutalement, et la mort semble bien l'avoir saisi au moment où il chargeait ou déchargeait son âne d'une cargaison de peau. Une fois les photos prises et les relevés exécutés, le travail de dégagement peut commencer. Chaque fragment du squelette est extrait avec grand soin. Leur étude permettra de déterminer notamment le sexe et l'âge de cet individu, ainsi que la base de son alimentation. Des informations qui viendront enrichir la connaissance que l'on a de la vie quotidienne des Mariottes. 17 h. Béatrice et son équipe sont de retour à la mission. La journée n'est pas pour autant terminée. Une fois nettoyés, les objets archéologiques sont triés, inventoriés, puis classés selon leur lieu de découverte, leur nature, leur forme et leur décor, avant d'être restaurés, dessinés et étudiés par des spécialistes. Les trouvailles, rigoureusement référencées, sont ensuite conservées dans le dépôt de fouilles. Sur ces étagères, point de statues ni d'objets précieux, mais des fragments, comme cette lame de couteau, ou bien encore cette roue en terre cuite, appartenant à un modèle réduit de char, ce véhicule inventé par les Mésopotamiens à la suite de la roue. Mais on trouve aussi des objets ayant un rapport avec une technologie très précise. Par exemple, ce petit objet, qui n'est pas très spectaculaire, représente une cuillère qui a servi dans une forge. Il nous manque les deux extrémités, mais cet objet était fixé à l'outre que l'on comprimait pour faire une chasse d'air à l'intérieur, et la force de la pression sur l'outre donnait un souffle puissant qui activait le feu et les charbons de bois qui servaient à faire fondre le cuivre, ou le cuivre et l'étain pour faire du bronze dans les creusets qui reposaient sur les charbons de bois incandescents. 18 h. Archéologues, architectes, dessinateurs et restaurateurs, tous se retrouvent dans la pièce commune, qui sert à la fois de salle à manger et de salle de réunion. C'est l'heure du bilan. Sous l'œil attentif des membres de la mission, Béatrice rend compte des découvertes et des observations de la journée dans son secteur. On a retrouvé quelques éléments de bitume, mais pour le reste uniquement la suite de cette espèce de sol en cuvette. La fouille du centre urbain n'est pas le seul objectif de cette campagne. Demain doit s'ouvrir un second chantier, celui du palais.
Avant de clore la séance, Jean-Claude Margueron établit le programme des travaux de ce secteur, dirigé par Malou Schneider. Le palais de Marie remonte au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il était alors considéré comme l'une des merveilles du monde. Il est 5 heures. À l'appel du coq, la maison de la mission archéologique française sort peu à peu de sa torpeur. Dans un balai incessant d'allées et venues, chacun se prépare pour une nouvelle journée de travail. Il ne faut rien oublier. Et en premier lieu, le théodolite, cet instrument de visée servant à dresser des plans topographiques. Une fois l'équipement rassemblé, tout le monde se retrouve dans la salle à manger pour un solide petit déjeuner. Les objectifs de la journée ? Découvrir le chantier du palais et poursuivre la fouille du quartier artisanal. Tandis que le ciel se teinte des premières pâleurs dorées de l'aurore, les ouvriers s'affairent dans le dépôt d'outils. « 6 heures. Il est temps de partir. Comme tous les matins, les équipes s'égrènent sur le Tel Hariri, cette colline archéologique où dorment les vestiges de l'ancienne métropole royale. Bâti en briques crues, le palais de Marie n'offre aujourd'hui qu'un lointain souvenir de sa splendeur passée, et cet amas de terre informe est difficilement lisible pour l'œil non exercé. D'autant que cet ensemble monumental de 2,5 hectares comprend 2 palais empilés l'un sur l'autre. Le premier fut construit au milieu du 3e millénaire par une dynastie étrangère de gouverneurs, les Agadéens. Le second fut édifié au début du 2e millénaire, selon un nouveau concept, mais toujours à la même échelle, par la dynastie des Chakanakou. Cette nouvelle résidence royale s'organisait en 2 grands corps. Le premier comprenait une aire sacrée, ainsi que le secteur des grandes réserves du royaume. Le second corps était à la fois privé et officiel. S'y trouvait la maison du roi, agrémentée de jardins suspendus, les lieux de représentation et de réception, ainsi que les quartiers administratifs. Ce second corps comprenait également la maison des femmes. Les ruines que l'on voit en surface, les plus récentes, sont celles du palais du 2e millénaire, dégagées dès 1934 par André Parrot. Celles du 3e millénaire, encore sous terre pour une grande part, sont en cours de fouille. Nous avons dégagé la porte d'entrée du palais du 3e millénaire, après avoir enlevé la porte du palais du 2e millénaire. Et il y a encore une zone où nous n'avons pas fait le raccordement avec les fouilles antérieures. Donc c'est justement une des tâches que j'ai à faire cette année, c'est de faire le raccord entre l'entrée et le cœur du palais. Les fouilles antérieures ont donné une image assez précise de l'organisation intérieure d'une grande maison royale au début du 2e millénaire. Donc il y avait toute une entrée de 9 mètres de long, extrêmement monumentale, et qui montait très progressivement vers le centre du palais. Il devait y avoir peu de lumière, il y avait des portes un petit peu partout, avec des gardes qui contrôlaient les portes. J'ai l'impression que c'était vraiment pas un endroit très très gai, ce palais.
Une fois franchi cet imposant dispositif sécuritaire, le visiteur accédait à une première grande cour. L'invité, qui avait obtenu audience, devait se diriger ensuite vers une autre porte, située dans l'angle nord-ouest de cet espace. Là se tenait l'intendant du palais qui délivrait les laissez-passer, permettant d'accéder à la cour du palmier, première étape du cheminement officiel. Le nom de cette seconde cour évoque le palmier artificiel qui, jadis, en marquait le centre, et dont on peut encore voir l'emplacement. Grâce aux indices archéologiques recueillis au cours de la fouille, on peut se faire une idée de son faste originel. Cette cour, entièrement plâtrée de blanc, était entourée de hauts murs ornés de peintures, dont la plus célèbre et la mieux conservée est celle qui représente l'investiture du roi. La composition est celle d'un triptyque avec 2 volets latéraux, symétriques, totalement symétriques. Aux extrémités se dresse une déesse qui intercède, une déesse lama comme on l'appelle. Devant elle se trouve un palmier, le palmier de la cour sans doute. Et devant elle encore, s'échelonne sur 3 registres superposés, un sphinx, un taureau androcéphale et un griffon. Animaux fabuleux qui, plus tard, dans les palais assyriens, seront les gardiens de porte sous forme de statues colossales. Alors, la partie centrale est subdivisée en 2 registres et c'est là que se trouve évidemment la scène principale qui a donné son nom à cette peinture. Le registre inférieur est occupé par 2 déesses portant un vase d'où sortent 4 flots où nagent des petits poissons. Et sur le registre supérieur, le roi reçoit des mains de la déesse Ishtar, qui est la déesse à la fois de la guerre et de l'amour, le sceptre et le bâton, qui sont les symboles du pouvoir. Cette peinture, qui n'est pas une fresque véritable, est la seule composition retrouvée au Proche-Orient en place qui se présente sous forme de tableau. Un tableau qui est extrêmement riche sur le plan symbolique. Tout d'abord, chacun des sujets de la composition est porteur d'un message. Par exemple, les palmiers dattiers ainsi que les déesses tenant un vase d'où jaillit de l'eau rappellent que le roi est le garant de la fertilité et donc de la prospérité de son pays. Ensuite, la mise en scène des personnages est extrêmement savante. Observez bien. Tout d'abord, Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, se trouve exactement au centre de la composition picturale. Ce n'est pas tout. L'artiste utilise également un artifice de représentation, la technique du rabattement, qui consiste à dédoubler chaque élément. Les 2 palmiers rappellent celui de la cour, tandis que les 2 divinités tenant un vase aux eaux jaillissantes évoquent la statue qui, jadis, se trouvait dans le vestibule, situé immédiatement derrière la peinture. De ce vestibule, le visiteur accédait à la salle du trône, véritable point d'orgue du parcours officiel. Ainsi, par sa composition, cette peinture rend compte de l'organisation architecturale de cet espace tripartite, directement lié à la fonction royale. C'est ici, dans la salle du trône, dont les murs s'élèvent encore à 6 mètres au-dessus du sol, que le futur roi était investi de ses pouvoirs. Le socle de pierre sur lequel reposait jadis le trône d'ivoire, d'or et d'argent, y est encore en place. De cette pièce,
le roi avait accès d'une part à la salle du conseil, d'autre part à ses appartements privés, farouchement gardés. La demeure se composait de plusieurs chambres à coucher, de salles de garde et de logements de service. Elle disposait également d'un grand séjour où le roi recevait les intimes. D'après les textes, on sait aussi que la maison royale était richement décorée et confortablement meublée. Il y a beaucoup de richesses dans le palais. Et évidemment, c'est le palais, donc c'est le lieu le plus riche avec les temples. Il est normal qu'il y ait eu beaucoup d'objets précieux. Dans les maisons particulières, il y en avait certainement moins. Mais il y a aussi un confort relatif pour les soins corporels. Et puis, il y a le confort exceptionnel. Par exemple, le roi possède des glacières souterraines. Bien entendu, même les classes moyennes de la ville n'ont pas accès à ce genre de confort. Mais il est assez remarquable de penser que le roi était capable de faire venir des chargements de neige, tassée, de glace, des montagnes du nord pour avoir des boissons fraîches à certains moments de l'année. Un véritable art de vivre, que le roi partageait avec quelques rares hôtes de marque, ou bien encore avec les femmes. Et des femmes, il y en avait beaucoup. La grande reine et les dames de la famille royale, les épouses du souverain et celles des rois vaincus, les concubines, mais aussi des femmes scribes, des chanteuses, des danseuses, ainsi que tout le personnel de service féminin. Toutes vivaient sous le même toit. Le harem, comme son nom l'indique en arabe, était strictement interdit aux hommes, hormis le roi. Surtout, les femmes n'étaient pas autorisées à sortir de cette prison dorée, excepté si le maître les conviait chez lui. Cette faveur, on s'en doute, ne concernait que très rarement les servantes. La seule chance pour elles de communiquer avec le monde extérieur était que leur maîtresse leur ordonne de se rendre dans la grande cour du palais. C'est la citerne où les femmes venaient puiser l'eau pour le bain de la reine, pour la cuisine, pour le grand échanson qui a soif, par exemple. Et elles se retrouvent donc toutes près de la citerne. Et donc c'est bien sûr un endroit où on bavarde, on se rencontre, on échange les informations. Cette citerne était alimentée principalement par les eaux de pluie en provenance des terrasses. Le précieux liquide était ensuite redistribué dans l'ensemble du palais grâce à un système de canalisation et d'égouts. L'importance de ces installations hydrauliques tient notamment au fait que dans le palais vivaient jadis environ 1 millier de personnes. Une telle population nécessitait en effet plusieurs milliers de litres d'eau par jour. Elle demandait également autant de kilos de grains pour l'alimentation de base, sans compter la viande et les denrées de luxe mentionnées sur les tablettes, support de toute écriture à l'époque. Pour répondre à de telles exigences de consommation, le roi possède des exploitations agricoles et des élevages. Le roi commerce également. Il achète des produits alimentaires, mais aussi des matières premières, et vend à l'étranger les produits manufacturés dans les ateliers de Marie. Enfin, il gère les grands entrepôts du palais, dans lesquels sont stockés les biens du royaume. Bref, il se comporte en véritable homme d'affaires, dans le seul dessein de se procurer des revenus et de se donner les moyens de sa politique. Siège de l'institution royale, résidence du souverain, centre économique, le palais de Marie était aussi l'écrin d'une maison divine. Sur ce point, Marie n'est pas un bon exemple.
C'est même une exception dans l'ensemble de la documentation que nous possédons sur la Mésopotamie. Normalement, le palais et le temple sont séparés. Mais le roi est souvent le grand prêtre d'un dieu, et il faut prendre conscience d'une chose, c'est que dans ces cités mésopotamiennes, et à Mari comme ailleurs, la ville est propriété d'un dieu, qui est le maître de cette cité. Et le roi assure le lien entre la population et la divinité, qui est propriétaire, qui est le légitime propriétaire de cette cité. Unique par sa situation au cœur du palais, le sanctuaire principal de Mari l'est aussi dans son modèle architectural, qui remonte au milieu du IIIe millénaire. On a une organisation qui est fondée sur un grand espace central, comme celui-ci, avec sur le côté une deuxième salle très en longueur. Le premier espace central est le lieu des offrandes, et que j'appelle le lieu saint, et le lieu avec la grande salle allongée sur le côté, c'est le lieu d'habitat, c'est là où habite le Dieu, et on peut l'appeler le lieu très saint. Et puis il y a des pièces tout autour qui sont des dépendances, qui peuvent servir de sacristie, qui peuvent servir de dépôt, et qui ont un rôle dans la pratique quotidienne du culte. Dans les temples mésopotamiens, il n'y a pas de rassemblement de fidèles. Seuls les dignitaires pouvaient venir accomplir les rites, accomplir les offrandes. Et il faut savoir que ces palais, ces édifices, ces temples étaient fermés de l'intérieur. Et donc il y a une petite catégorie de prêtres qui y habitent. Ainsi, roi et dieu étaient bien protégés du monde extérieur, celui des non-initiés. Si l'on connaît le nom des quelques souverains qui régnèrent ici, comme Puzur-Ishtar ou Ishtupiloum, on ignore celui du seigneur de la cité. Pourquoi? Parce que dans les textes, quand on parle, on dit le dieu, on dit le grand dieu, on n'a pas forcément besoin de le nommer. Le panthéon mésopotamien comptait cependant d'autres divinités qui avaient leur temple à l'extérieur du palais. Et les morts. Il semble qu'à Mari, les inhumations prenaient place soit sous les maisons, soit à l'extérieur de la ville. Les souverains, eux, étaient enterrés à l'intérieur du domaine royal. Malheureusement, leurs sépultures ont toutes été retrouvées vides de leur contenu. Afin de se faire une idée de ce qu'elles contenaient jadis, nous nous rendons sur le site antique de Qatna, situé au nord de Damas. Souvent mentionné dans les archives de Mari, l'antique cité est restée enfouie durant des millénaires. Lorsque les premiers dégagements commencèrent dans les années 1930, les habitants qui s'étaient installés sur les vestiges de l'ancienne ville furent déplacés à l'extérieur des remparts par les autorités. Avec ses maisons abandonnées, son école vide, ses mosquées et ses églises désertes, l'ancienne Qatna a aujourd'hui l'aspect d'un village fantôme. Depuis 1994, grâce au travail de fouille d'une équipe internationale, la ville dévoile peu à peu son passé. Comme Mari, Qatna fut fondée au IIIe millénaire pour servir de base de contrôle au cœur du grand trafic commercial moyen-oriental. Et comme elle s'est dotée d'un palais au IIe millénaire. Alors ici, on est dans la partie sud de la salle du trône, la grande salle du trône, la plus monumentale en Syrie et dans la partie nord de la Mésopotamie. Alors, il n'est pas fouillé dans sa totalité et on essaie de dégager l'ensemble des pièces. Et on va lancer l'an prochain le projet de restauration et de mise en valeur de l'ensemble des structures. Rejoignons maintenant le tombeau royal. Alors, vous avez vu la salle du trône. Alors, il y a probablement un départ de la salle du trône. On descend par cet escalier et on a un couloir qui fait à peu près 50 mètres
construit avec un mélange de briques et du bois qui mène vers le tombeau royal. L'aventure qui a mené à l'automne 2002 les archéologues jusqu'à la dernière demeure des princes de Qatna n'a pas été moins palpitante que celle de la découverte de quelques célèbres tombeaux égyptiens. Alors, on s'est aperçu la présence d'un puits funéraire qui descend à peu près 3,5 mètres. Il est en partie taillé dans le rocher. C'était excitant parce que de l'extérieur, on voit l'or, on voit les vases en albâtre qui viennent de l'Égypte, les quantités des vases en ivoire et des sarcophages. Alors, on a installé ici une tente, des gardiens et il faut avoir de la patience, 1 jour, 2 jours. Et au bout de 15 jours, on a eu des analyses à Tübingen et à Damas, que c'est bon, on peut rentrer. Alors ça a commencé la grande fouille qui a duré à peu près 2 mois jusqu'à Noël. Cette tombe royale a ainsi livré plus de 3500 objets. Dans cette salle, les archéologues ont découvert des vases, des jarres et des plats contenant encore des victuailles. Ici se tenaient à coup sûr les cérémonies des kispoum, ou repas funéraires, qui avaient pour fonction de nourrir les défunts dans l'autre monde, mais aussi d'assurer la cohésion civique sous la protection des ancêtres. Si on peut situer ce tombeau dans l'architecture funéraire proche-orientale, en Syrie, c'est le seul tombeau intact qui vient d'un palais royal, un tombeau royal trouvé, et c'est, je pense, la plus grande découverte du début du XXIe siècle en Syrie et même au Proche-Orient. Retour sur le site de Marie, où la fouille suit son cours au rythme des découvertes. Spectaculaire ou non, chacune d'entre elles est une pièce de l'immense puzzle qu'est le palais du 3e millénaire de Marie, encore peu connu. L'un des ouvriers vient justement de trouver quelque chose dans la maçonnerie d'un mur. À première vue, il s'agit d'un simple fragment d'argile cuite. Mais à bien y regarder, on distingue des signes cunéiformes, c'est-à-dire en forme de clou, caractéristique de l'écriture mésopotamienne. Ce type de document est le plus souvent retrouvé en lot dans les salles de dépôt, ou bien dans des casiers ménagers dans les murs. Alors, le tablette dans le palais, c'est une trouvaille, j'allais dire presque normale. C'est du palais que proviennent les 15 ou 16 000 tablettes qui ont été retrouvées et qui ont fait une bonne partie de la gloire de Marie. Il y en a là des lots entiers qui s'occupent de la gestion du palais, des rapports du roi avec ses provinces, du rapport des lettres entre le roi et les autres capitales de Mésopotamie, avec le monde du Rabour, avec le monde de Babylone, etc. Et à un moment donné, à l'extrême fin de l'histoire de Marie, Hammurabi de Babylone, ayant vaincu Marie, occupe le palais et fait l'inventaire, inventaire des biens, inventaire des tablettes. Il lit toutes les tablettes pour savoir qui l'a trahi, sans qu'il le sache. Et les tablettes ont été en partie rassemblées ici. Peu de temps après, Hammurabi ordonne d'incendier la ville. Cette destruction marque le déclin de Marie, suivi de son abandon jusqu'à sa redécouverte en 1933. Depuis, un autre drame plus contemporain menace cette cité de terre, celui de sa destruction naturelle.
C'est pourquoi André Parrot avait entrepris en 1975 de protéger l'aire sacrée du palais par une couverture posée sur ses murs. Cependant, depuis quelques années, un second phénomène de destruction est apparu. Au fil des ans, je me suis aperçu qu'il y avait un deuxième système d'érosion qui s'attaquait à ces murs. Ce n'est pas les intempéries par le haut, c'est une érosion par la base des murs, ce que j'appelle le sillon destructeur. Le mur se ronge à cause des sels en particulier, et alors les murs s'écroulent. Là, il faut intervenir à la base des murs. C'est ce que nous avons fait dans ce temple depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et j'espère intervenir dans le palais du début du deuxième millénaire, très abîmé à l'heure actuelle, mais où on peut encore sauver quelques salles, la salle du trône en particulier, et où on pourra faire revivre une petite partie d'un palais de l'époque de Hammurabi. À voir l'état de conservation de la salle du trône au moment de sa mise au jour en 1934 et son état de délabrement aujourd'hui, on prend véritablement conscience du désastre. « 70 années ont suffi pour que fondent les murs de l'un des sites majeurs de l'histoire du monde syro-mésopotamien. Entreprendre une restauration de la salle du trône devenait donc urgent. C'est chose faite depuis 2004. Parce qu'elle est une des clés essentielles de notre histoire, la survie de Marie nous concerne tous.